Bonsoir à tous. Alors, vous l'avez compris, nous sommes sur la première table ronde qui va se dérouler jusqu'à grosso modo 20h. Mais les 10 dernières minutes, ce sera le père Nicolas Butet qui montera sur scène et qui viendra conclure la table ronde sur les questions véritablement plus anthropologiques et spirituelles que posent les questions de la blockchain. Alors, le sujet ce soir, c'est la blockchain. Alors quand Grégoire m'a appelé en disant oui, tu vas animer la table ronde sur la blockchain, je me suis dit mon Dieu, de tous les sujets brassés sur la question du numérique, j'ai à peu près 2-3 trucs à dire, je comprends à peu près de quoi il retourne, mais là s'il y a bien un sujet auquel je ne comprends rien, c'est la blockchain. Donc je vais, visiblement d'après mes voisins de droite, c'est normal. Alors j'ai travaillé le sujet comme un minimum, mais l'idée vraiment à la fin de cette table ronde, c'est que vous ayez compris grosso modo comment ça fonctionne et surtout quels sont les enjeux qu'il y a derrière, qui sont forcément, parce que vous êtes ici ce soir, des enjeux anthropologiques, c'est-à-dire des enjeux qui nous disent quelque chose de ce qu'est l'homme et de la place de l'homme dans ces nouvelles technologies. Alors, je vais refaire un tour d'horizon des intervenants qui sont à mes côtés. Tout d'abord, au fond, voilà, Erwan Loriot-Prévost. Donc Erwan, tu as déjà été présenté, tu es donc un membre important de la French Tech, tu es chef d'entreprise, tu travailles dans les technologies depuis plus de 25 ans, et actuellement, tu as monté une start-up dans le domaine justement de la blockchain pour lutter contre les fake news. Donc tu nous expliqueras dans le courant de cette table ronde comment tu t'y prends et pourquoi tu le fais comme ça. Ensuite, à ta gauche, nous avons Philippe Devost. Alors Philippe, tu es cofondateur de Wanadoo. Aujourd'hui, tu travailles toujours sur les programmes d'innovation technologique. Et puis, il y a quelques temps, visiblement, tu as découvert la joie que c'était de réfléchir avec d'autres et de transmettre tes réflexions sur justement les enjeux des nouvelles technologies. Et enfin, tout juste à ma droite, Mathieu Dicesea, que certains d'entre vous doivent connaître parce qu'il est nantais, qui est donc professeur d'université à l'Institut d'administration de l'Université de Nantes. Vous l'avez vu, nous avons 2 techos, donc on va essayer de comprendre ce qu'ils vont nous raconter. Ils n'ont pas obligatoirement le même langage que nous, mais on va y arriver. Et puis, quelqu'un qui est beaucoup plus dans le domaine des humanités, dans le domaine de l'entreprise, et là, moi, tout de suite, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc on va commencer avec Erwan. Objectif, Erwan, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la blockchain? Alors pour les gens qui ont un cerveau équivalent au mien, pour être sûr que tout le monde comprenne. Je vais lancer d'abord mon chronomètre, parce que c'est ça qui va être le plus compliqué. Alors bonsoir à tous, je vais peut-être me lever en fait parce que ça va être plus simple de vous montrer. Donc mon rôle ce soir, c'est d'essayer de vous simplifier la compréhension de la blockchain. Alors déjà, on annonce quelque chose de complexe. La blockchain, c'est difficile à expliquer parce que c'est une des inconnues des grandes révolutions technologiques aujourd'hui. Quand on vous parle d'intelligence artificielle et que vous conduisez votre voiture et qu'elle conduit toute seule parce qu'elle voit les lignes sur le côté, vous vous dites ça c'est concret. La blockchain c'est plus dans la finesse et dans la mécanique. Donc on va essayer de regarder ce que c'est que cette mécanique parce qu'effectivement elle a vraiment un poids très important dans l'évolution des technologies aujourd'hui. L'année dernière, je ne sais pas si c'est des gens qui étaient là l'année dernière, mais je me suis arrêté au départ sur une courbe qui correspond à l'évolution des technologies. Vous avez à peu près 2 phases et un point d'inflexion, ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est-à-dire que si vous voyez le temps de l'homme, c'est-à-dire qu'un temps linéaire, et puis avant, vous avez la courbe de la technique. Alors comment ça s'explique? C'est que quand on a des innovations technologiques, elles restent très 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 longtemps dans l'ombre. On dit ça ne marchera jamais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces publicités de Renault, ou c'est trop lourd, ou bon. Alors vous voyez, dans les années 2007, avant, on avait des smartphones. Vous avez tous eu un bac avec un cimetière technologique, vous avez rangé ces trucs-là avec les alignes, quand vous tirez un truc, tout vient en même temps. Ces smartphones, ils étaient moches, compliqué à faire fonctionner, etc., etc. Et puis, l'iPhone 3 est arrivé en 2007-2008, il avait un écran tactile, un processeur qui allait correctement, une mémoire, une ergonomie, un GPS, et tout d'un coup, ça a été ce point d'inflexion. Et je vous montre ici cette courbe, vous voyez ici l'exponentielle, elle est exactement de la même manière, ça c'est le marché mondial des smartphones. Donc quand on va parler des technologies, je me suis juste un peu arrêté là-dessus, parce qu'il y a des choses qu'on voit arriver, et puis tout d'un coup, il y a des choses qui explosent pour un certain nombre de raisons, la puissance technologique, etc., mise à disposition. On va y revenir. Alors là, regardez, c'est intéressant, de 2012 à 2017, c'est la courbe des recherches du mot Bitcoin et du mot blockchain. Et bien vous voyez là, déjà, on a un peu une idée de cette évolution et de cette croissance. Donc,
Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Que voyez-vous? Ah, bravo, mais ça c'est quelqu'un qui connaît déjà l'image, c'est pas du jeu. Alors, voilà. Dans cette petite partie où les choses sont latentes et ne disent pas leur nom, vous avez une clé de lecture qui est de se dire, en cas de crise ou de changement, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois le passé ou est-ce que je vois l'avenir? Et si je suis susceptible et capable de voir le passé et l'avenir et de discerner, là, j'ai une capacité de voir à partir de quand, effectivement, on va attraper le téléphérique pour monter. Voilà, j'en ai fini des préambules, et là, on rentre dans la blockchain. Alors, la blockchain, c'est quoi? C'est un bloc, une chaîne, un bloc, une chaîne, un bloc, une chaîne. Ce nom vient de là. En réalité, je vais prendre l'exemple du téléphone arabe. Quand vous dites ici une phrase, vous la répétez à votre voisin, elle se transforme, vous la répétez à votre voisin, elle se transforme, et vous la répétez à votre voisin, elle se transforme encore. Ce qui est là n'a rien à voir avec ce qui est là. Mais moi j'ai un secret. Et ce secret, je l'ai confié à quelqu'un. C'est un secret, j'ai enterré des louis d'or dans mon jardin, et j'aimerais bien qu'on ne le trouve pas dans le jardin des voisins ou au jardin public. Donc je laisse mon secret à quelqu'un. Et je voudrais, en le transmettant à la deuxième étape, que ce secret soit bien gardé. Parce que je veux le donner, je voudrais que ce secret soit bien gardé et qu'il soit à nouveau bien gardé. Et bien dans toutes ces étapes, il va falloir conserver cette preuve et que cette preuve puisse être transmise de manière sûre. C'est ça la blockchain. Blockchain, blockchain. Alors, un exemple, pour vous donner un peu une idée, c'est que vous connaissez tous la maison de Beers. Qui y va tous les jours pour acheter les produits de Beers? Non. Alors on voit des gens qui connaissent quand même. De Beers, c'est le numéro 1 mondial du diamant. Leur problème à De Beers, c'est qu'ils ont un problème, vous savez qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle les diamants du sang. Les diamants du sang sont des diamants qui financent effectivement les factions ou le terrorisme. Et donc le problème de De Beers, c'est de ne pas vendre des diamants du sang, et surtout qu'on ne le dise pas, c'est De Beers qui vend des diamants du sang. Donc le problème c'est quoi? C'est que moi j'achète un diamant à De Beers, je suis sûr que je l'achète à De Beers. Puis je le vends à quelqu'un d'autre qui me connaît, et qui me dit, bah oui, je sais, tu l'as acheté, machin. Et puis je le revends à un magasin qui sait que, bon an, mal an, il s'est passé ça, et la troisième personne l'achète. Quant à la quatrième, elle a perdu la trace. Et donc la quatrième, elle ne sait pas si elle achète un diamant du sang ou un diamant de chez De Beers. Alors on y va, et comme disait mon prof de physique, accrochez-vous aux branches les plus basses, puisque nous allons aborder la technique de la blockchain. Donc le problème, on est bien d'accord, c'est de garder, c'est de pas d'avoir notre téléphone arabe par rapport à notre diamant. Alors notre diamant, il a une forme, une teinte, une hauteur de culot, un certain nombre de facettes qui l'identifient de façon sûre. Donc, ce que je voudrais, c'est que j'ai la preuve absolument certaine que ces personnes-là vont s'acheter un diamant qui est un diamant qui correspond à la définition du départ, et que lui, il achète le bon diamant. Alors, à l'étape 0, il y a la société De Beers qui va le vendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une espèce de preuve, une empreinte, un fichier, et ce fichier, elle va le distribuer sur des centaines de serveurs sur Internet. C'est un bloc. C'est-à-dire qu'elle va dire, moi je vais mettre la preuve de vente, je vais mettre un espèce de code, comme le code que vous avez derrière votre carte bleue, et puis ce truc-là, on va le distribuer sur tous les serveurs. Étant distribué sur tous les serveurs, la preuve est diffusée. Et aller contrarier la preuve, ça voudrait dire aller effacer tous les serveurs sur Internet. Impossible. Donc cette première preuve, on l'a distribuée sur Internet, c'est le premier bloc. La deuxième personne l'achète. Par le système de De Beers, elle va enregistrer sa transaction. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère le code de sa carte bleue et elle enregistre toutes ces transactions sur Internet. La troisième, c'est effectivement ce qu'elle va faire également. Et la quatrième, pareil. Donc, vous voyez que la blockchain, c'est une transaction enregistrée sur Internet, diffusée pour qu'effectivement on ne puisse plus la falsifier. Ça a été tellement diffusé qu'on ne peut plus la falsifier. Et puis, on a le fait que quand on met le numéro 4, on sait que le numéro 4 est égal au numéro 3, qui est égal au numéro 2, qui est égal au numéro 1, qui est égal à 0 quand c'est parti. Ce schéma accrédite la relation de confiance. C'est pas neutre. Aujourd'hui, ils suivent 900 000 diamants dans le monde, dans leur commerce, qui sont effectivement des diamants complètement validés et pas des diamants du sang. Alors, qui a inventé la blockchain? Là, je vous ai mis une photo des moines copistes. Alors, les moines copistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recopiaient des bouquins, le papier s'usait, disparaissait, ils recopiaient des bouquins, etc., etc.
Et à chaque fois, à la rigueur, on aurait pu dire, est-ce qu'ils recopiaient réellement le bouquin? C'est la vraie question. Est-ce qu'ils ne font pas du téléphone arabe avec des bouquins fondamentaux? Donc ce qui se passait, c'est que effectivement, on avait un certain nombre d'ABI, ils recopiaient leur livre et de temps à autre, ils se rencontraient pour voir si c'était réel, si c'était la copie équivalente. Donc dans notre blockchain ici, on a toute une série d'ABI qui recopiaient la preuve et qui faisaient qu'effectivement la vérité était immuable puisqu'elle était partagée. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans Internet, on a une espèce de représentation qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez qu'on a tellement de serveurs que ces ABI, on en a tellement qu'à chaque fois, on sait que le livre est toujours le même. Et c'est exactement le même principe. Ça vous fait penser à quoi? Bon, je ne vous laisse pas parler, c'est la Voie lactée. Et plus on va aller, plus on aura ce qu'on appelle les objets connectés, etc. Donc plus on aura de lieux où on pourra déposer les preuves. La blockchain, c'est un principe de majorité. À partir du moment où la majorité affirme que c'est bien la réalité, à ce moment-là, on bloque effectivement cette preuve. Alors, vous êtes tous intéressés par le Bitcoin parce que vous n'entendez pas parler de la blockchain, vous entendez parler du Bitcoin. Je suis à la moitié de mon temps, on est d'accord? Bon. Alors, le Bitcoin, c'est un truc dont vous avez entendu parler parce que c'est un danger économique, c'est vraiment des conducteurs financiers sans permis, sauf que, on va voir que c'est pas si absurde que ça et ça correspond à une vraie réalité d'équilibre. Alors, le Bitcoin, c'est quoi? Ça a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. Première énigme, personne ne l'a vu et on ne sait pas qui c'est. Donc, je vous laisse quelqu'un qui crée une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie que tout le monde va... On ne sait pas par qui elle a été créée. Quelques chiffres. Le premier schéma est né en 1962, donc vous voyez, on est... Alors avec mémoire, on était à la courbe, on était au fond des temps, on était tout près du départ, et puis là, en 62, ça commence à... Et puis aujourd'hui, on va voir les choses décoller parce que on a plein de serveurs sur Internet, on a puissance de calcul, on a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Vous voyez, la courbe est en train de monter. Ensuite, c'est la capitalisation est de 238 milliards de dollars, ça pèse un peu d'argent. Le cours du Bitcoin est monté jusqu'à 20 000 €. À hier, il était à 3 400. 21 millions de Bitcoin, on verra effectivement à quoi quelle est la signification. C'est très sujet à caution, mais prenons un exemple. Ça consomme l'équivalent de la consommation électrique du Danemark, et on va voir pourquoi. Et puis, aujourd'hui déjà, on peut payer, on peut chercher du Bitcoin, vous pouvez aller acheter du Bitcoin tout à l'heure, et si vous êtes aux USA, vous pouvez payer Amazon avec du Bitcoin. Donc c'est tout sauf anecdotique. Alors, il n'y a pas que le Bitcoin, vous voyez qu'il y a l'Ethereum, il y a le Ripple, le Bitcoin Cash, etc. Et 238, 125, 82, je parle de milliards de dollars évidemment, 44, etc., etc. Les mouvements sont tels que demain, peut-être le Cardano va devenir encore plus important que le Bitcoin. On ne sait pas, c'est quelque chose qui peut être très mouvant. Et d'ailleurs, j'ai un slide que je n'ai pas là, mais où la part de l'Ethereum a beaucoup monté par rapport à celle du Bitcoin. Alors là, on s'attache aux branches encore plus basses. Je vais vous expliquer pourquoi le Bitcoin est une véritable monnaie sécurisée. Vous vous souvenez de nos diamants? À chaque fois, on avait une preuve qui disait qu'on la diffusait, elle était codée, et donc on savait que la transaction avait été enregistrée et que le diamant était égal au diamant, était égal au diamant, était égal au diamant. Le Bitcoin, il fonctionne sur un mode un peu plus compliqué. C'est-à-dire que Monsieur Shaka machin, Yamamoto, il a, ou qui, on n'en sait rien, il a dit, moi, enregistrer des preuves avec un code, c'est pas assez. Je veux rajouter quelque chose d'autre qui s'appelle le minage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du minage ou du hash. C'est la complexité du Bitcoin qui lui permet d'y croire vraiment de façon fiable. Alors le hash, c'est rajouter un espèce de code hyper complexe à chaque transaction. Et ce qu'on fait avec une transaction qui est effectivement sécurisée comme ça, c'est qu'une fois qu'on a avancé, le saumon ne peut plus remonter la rivière. Autrement dit, on a un code, on a un deuxième code, on a un deuxième code, mais c'est tellement codé et imbriqué qu'on ne peut pas revenir, on ne peut pas remonter. C'est ça le système, c'est qu'on progresse et on ne peut pas faire marche arrière. Et comme la preuve à chaque fois est attestée, elle est transmise de moins en moins. Alors comment ça fonctionne? Donc on repart de notre histoire de De Beers, mais on va effectivement demander du minage. Alors c'est là où c'est assez amusant, parce que en fait les mineurs, ce sont des gens qui ont des ordinateurs et ils vont calculer ces fameux codes. En réalité, c'est plus des gens dans leur garage avec des ordinateurs, c'est des véritables organisations qui travaillent uniquement pour, effectivement, gagner quoi? Un concours. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, l'organisation du Bitcoin dit « calculez-moi un code ».
il met une barre et dit calculez-moi un code plus compliqué que celui de la veille. Plus compliqué que celui de la veille. Donc on leur dit à tout cela, allez, concourez, allez me chercher un code vraiment supérieur à tout. Et donc il y a un gagnant, c'est le rouge là en haut qui a effectivement gagné la timbale. Et c'est là où c'est très fin, parce que vous allez me dire comment les bitcoins naissent. Je ne comprends pas d'où ça vient. Eh bien, celui qui a gagné, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va gagner des bitcoins. Et c'est comme ça que cette monnaie, petit à petit, arrive sur le marché et rentre sur le marché doucement et sûrement et ne casse pas. C'est extrêmement bien fait. Philippe en parlera certainement tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire simplement de cette histoire de Bitcoin depuis 2009? C'est que celui que j'ai là est le même que celui-là, et le même que celui-là, et le même que celui-là. J'en ai absolument la preuve. Et quand moi j'achète un Bitcoin aujourd'hui sur Internet, je sais que c'est le Bitcoin d'origine. Quand le mineur l'a gagné, je sais que c'est celui-là. On n'imprime pas de nouveaux billets, on a toujours les mêmes billets. Et c'est complètement attesté. Alors, je vous montre si elle veut bien, hop, je vous montre une ferme de ménage, si j'y arrive. Alors, c'est en Chine. Donc vous voyez, c'est des ordinateurs qui sont les uns à côté des autres. Évidemment, vous voyez les câbles, la consommation électrique a beaucoup d'importance. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur métier? C'est de gagner des bitcoins. Ils courent après le pompon à attraper. Alors en termes d'électricité, en Chine, ils payent 80 000 $ d'électricité, sauf que ils peuvent gagner jusqu'à 20 bitcoins par jour, 60 000 €. Alors c'est peut-être un autre code. Alors évidemment, ils bouffent énormément de machines, c'est pas très écologique. Vous voyez qu'il y a une ventilation, ils sont obligés de se mettre en Chine dans des endroits où c'est pas pollué, histoire de ne pas avoir de poussière. Ils ne peuvent pas être au bord de la mer, parce que sinon ils abîmeraient leurs ordinateurs plus vite. Et effectivement, vous allez voir le bonheur au travail en Chine, c'est ça, on est assez loin des critères européens, avec des gens, très peu de personnes qui veillent, enfin il y a des ouvriers qui vont opérer les machines, et bien entendu, plus que tout autre système, l'organe-pain c'est l'informatique. Évidemment, lui, il a peur que d'une chose, c'est que ça se plante et qu'il soit responsable. À ce moment-là, on lui coupera la tête et le problème sera réglé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, 58% du minage de Bitcoin est fait en Chine. Et ça pose un véritable problème, puisqu'on a parlé de majorité de la preuve. Et donc là, effectivement, on a une mise en danger du Bitcoin. Je continue à quoi? Mais on en reparlera, donc je vais aller vite. À quoi sert qu'est-ce qu'on va faire avec la blockchain? D'abord, vous avez bien compris qu'une monnaie, ça n'a plus besoin d'un État. Que les assurances, elles n'ont plus besoin d'avoir un ratio. Que l'énergie, ça va fonctionner là aussi sans la puissance publique. Que la santé, un examen médical, ce sera plus besoin de passer par la sécurité sociale. Qu'on pourra voter sans aucun lien avec l'État. Que les transports fonctionneront peut-être tout seuls et que l'immobilier, on pourra se passer d'un notaire. La preuve, la confiance étant tellement forte, on peut effectivement imaginer que toutes ces activités fonctionneront comme ça. Alors, je me dépêche, mais voilà un truc qui est incroyable, c'est que vous avez vu, on peut transacter de la monnaie, mais on peut aussi dire qu'on lance un programme sur Internet. Donc si je lance un programme, ça veut dire, par exemple, tous les jeudis, s'il pleut, j'achète un parapluie sur Amazon et je le livre à ma grand-mère. Donc, on va lancer ce programme. Et puis, il va s'exécuter sur la blockchain. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et le voilà qui est parti. Un peu comme le Bitcoin, dont vous avez vu qu'il fonctionne de manière totalement automatique. Personne ne s'occupe du Bitcoin. Donc, on a effectivement un programme distribué qui devient immuable. Ça veut dire qu'ici, j'ai mis un petit signe infini, qui pourra l'arrêter? Et en réalité, l'image qui me vient, c'est le canard sans tête, puisque, on a quelque chose qui n'a pas forcément de centre de décision, mais qui va livrer un parapluie à ma grand-mère tous les jours de pluie, jusqu'à ce que le compte soit effectivement vidé. Donc ça, c'est quand même très troublant en termes d'état d'esprit par rapport au contrat. J'en termine avec une notion qui s'appelle la note sociale, et là j'ai pris un petit bonhomme et je lui ai fait parcourir sa vie. Alors il a une vie qui est, comme tout le monde, plus ou moins linéaire, donc il aime bien rouler vite, il aime bien les voitures de sport, j'en connais. Après, il boit du vin, du fondant peut-être, il mange de la raclette, puisqu'on a beaucoup de Suisses ici.
il est heureux, alors il a décidé d'aller faire un voyage, et puis il a vraiment un coup de mou, et là, voilà, bon. Et puis il décide de se refaire avec une bonne côte à l'os, et sa vie repart. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'effectivement, attendez, hop, oui, on va reprendre, pardon, excusez-moi. Quand il roule vite, il se fait toper au radar. Donc, je vous fais remarquer que vous qui avez tous des smartphones dans les poches, il suffit juste de regarder le traçage de votre smartphone. Il n'y a plus besoin de radar aujourd'hui. Si le gendarme vous prend et trace là où vous étiez précisément avec votre vitesse, il n'y a plus besoin de radar. Un jour, on viendra peut-être nous demander de donner les preuves de notre portable comme les camionneurs donnent les preuves de leur trajet, pour savoir s'ils sont bien reposés. Étant donné que je bois du vin et que je mange du fromage, évidemment, mon Apple Watch a fait 2 petits trous en dessous, mesure ma glycémie, ou machin, etc. Je prends l'avion, j'ai la carte bleue et le douanier. Ah, là, mon opérateur Internet trace tout, même si mon navigateur est effacé. Et puis, là aussi, je remets mon Apple Watch. Et en haut, il se trouve que je vais porter des lunettes et la sécurité sociale apprend à cette occasion qu'une fois que j'en porterai toujours. Donc, je deviens un poste de dépense, vous en conviendrez. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en réalité, derrière, on pourrait très bien... C'est déjà les voitures de privé qui vont chercher les radars. C'est déjà plus la police. C'est ce qu'on vient de nous faire. Sur Orange, si effectivement on a le traçage avec notre vitesse, eh ben c'est Orange qui a l'info. Et puis c'est Apple qui a l'info. Et puis c'est ma banque qui a l'info. Et puis c'est une société privée qui fait la palpation pour la sécurité aux aéroports. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas le boulot des douaniers? C'est Google qui connaît là où je suis allé. C'est Apple et c'est mon entreprise mutuelle, puisqu'on va aujourd'hui vers la mutualisation, qui comprend effectivement mes dépenses de santé. Eh bien, en réalité, c'est très simple. Si on met tout ça dans une blockchain, parce que tous ces acteurs s'arrangent pour faire cette preuve irréfutable, eh bien, on a la note sociale. Et la note sociale, c'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui en Chine, puisque vous savez qu'aujourd'hui, tous les Chinois sont notés en fonction de nos comportements, et que WeChat, qui est une application qui ressemble à WhatsApp, sauf qu'elle est bien plus développée, qui sert à acheter, à faire de l'assurance santé, à la banque, c'est tout ce que vous voulez, effectivement, donne toutes les informations, plus la captation des images vidéo et la reconnaissance faciale dans la rue. C'est une dictature, effectivement, on n'est pas encore là. Il faut se poser quand même un certain nombre de questions. Je vous rappelle que quand vous allez à l'étranger et que vous passez le système Paraf, à chaque fois vous faites prendre en photo, et donc l'État français vous voit vieillir sur la série de photos qu'ils ont prises de vous, et quand vous avez des lunettes, un jour ils savent que vous allez garder des lunettes toujours, et un jour ils verront bien que vous avez des lentilles de contact. 3 phrases pour conclure. La première, c'est qu'effectivement, vous voyez bien qu'on était dans l'Internet de l'information, YouTube, tous les sites d'information, et qu'on part aujourd'hui dans l'Internet de la valeur. C'est bien la signification du Bitcoin. La question qu'on se pose, c'est qu'il y a toujours un bon côté et un mauvais côté de la technologie. Le problème, c'est que dans son évolution, est-ce que la technologie rentre par le service, puis elle sert à se servir? Et puis une phrase, je n'ai rien inventé de tout ça, hein, la technologie est la réponse, mais quelle est la question? Donc, je vous laisse J'ai dépassé? Oui, quand même. Hein. Tu m'en veux pas? Non, je t'en veux pas. Bon, voilà, on a fait un petit tour de la blockchain. J'espère que j'ai pas été trop confus, trop rapide. Merci Erwan. Donc vous l'avez compris. Vous l'avez compris, le système de la blockchain est un système extrêmement décentralisé, et tellement décentralisé qu'il refuse toute autorité qui permettrait de faire le contrôle, puisque c'est les acteurs les uns entre les autres qui gèrent cette question du contrôle. Et le fondement, on va dire, philosophique de la blockchain, c'est un fondement qui est à la fois anarchiste, dans le sens où il pense que toute autorité supérieure a une dimension oppressive, mais aussi libertarien, dans le sens où tous les individus sont chacun capables de dire ce dont ils ont besoin et donc de s'autogérer. Alors, moi j'ai envie de me retourner vers toi, Philippe, je vois que tu n'opines pas du chef, bien au contraire, et te demander, mais finalement, si on comprend ce que vient de nous dire Erwan, qui décide où se situe l'autorité, et dans la grande histoire d'Internet, comment est-ce que cela prend vie? Il y a plusieurs questions dans ta question et elle est super compliquée. Je voudrais mettre les choses dans leur contexte 2 secondes parce que je pense qu'il y a que si on a le contexte en tête qu'on peut commencer à saisir ce qui se passe. Le contexte, Erwan l'a très bien dit, c'est celui d'un développement exponentiel des technologies.
alors que nous, pauvres humains, nous sommes linéaires. Là où ça devient gênant, c'est que ces technologies accélèrent au point que les mutations que nous traversons aujourd'hui sont intragénérationnelles. Je vais prendre un exemple tout simple. Je vois, à mon avis, dans cette salle, il y a à peu près 3 générations qui sont présentes. Vous avez sans doute des souvenirs de discussions épiques le dimanche. De discussions épiques le dimanche sur la question de savoir si la télévision c'était bien ou pas bien. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces déjeuners du dimanche, 3 générations observaient la même chose et ne différaient que par le recul de sagesse qu'elles avaient. Mais elles avaient toutes une compréhension objective à peu près commune de ce que c'était que la télévision. Le seul débat, c'était de savoir si son utilité était adéquate ou pas. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les petits-enfants dépannent les grands-parents sur leur smartphone, les parents n'ont pas le temps, mais aucun d'entre eux n'a une compréhension juste et commune de ce que c'est qu'un smartphone, de à quoi ça sert et de pourquoi ça a été fait comme ça a été fait. Je ne vais pas développer plus, mais il faut que vous ayez ça en tête. Si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, c'est normal. Si on ne fait pas l'effort de comprendre, c'est pas normal. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas l'effort de comprendre et de questionner le sujet régulièrement, vous allez commencer à consentir à un paquet de choses que vous ne comprenez pas. Et le consentement absolu à tout, c'est le début de la dictature ou de l'esclavage, on appelle ça comme on veut. Donc il y a un sursaut d'intelligence impératif, et c'est pour ça qu'on essaie d'organiser ces interventions, c'est pour vous faire réfléchir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la blockchain, elle apparaît dans un contexte très particulier. Le premier nœud, comme disait Erwan, est mis en service début 2009. Auparavant, tout le protocole, et c'est là que je réponds à ta question, qui régit le fonctionnement de Bitcoin a été publié, rendu public par le fameux Satoshi Nakamoto dont personne ne sait qui c'est. Et là, on est quelques mois après la crise de 2008. On est dans un moment très particulier, dont certains d'entre vous se souviennent parfois de manière un peu amère, dans lequel l'Occident a failli passer au bord du chaos financier, et dans lequel subitement la défiance envers l'humain a atteint des proportions considérables. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé à cette occasion-là le deuxième travers ou la deuxième faille de l'humain. La première, c'est que l'erreur est humaine, donc de temps en temps on se trompe dans des calculs, c'est bien d'avoir des machines. Mais la deuxième faille de l'humain, que le père Nicolas Butet connaît mieux que quiconque, parce qu'il est au cœur de la rédemption de cette faille, c'est le mal. Et le mal, la propension que certains humains ont à se mettre d'accord discrètement dans le dos de tous les autres pour les arnaquer. La crise de 2008, c'est ça. Et la démarche de Satoshi Nakamoto consiste à se dire, il y a d'autres moyens de transférer de la valeur, et ces autres moyens doivent absolument se passer de toute intervention humaine si on veut éviter qu'ils soient corrompus. Donc le but, la vocation initiale, c'était d'éviter que des transactions soient corrompues, et pour ceci, de garantir à tout moment qu'aucun humain n'y aurait touché. Et donc c'est là effectivement qu'on passe dans une forme d'anarcho-libertarisme, mais le but de départ, c'est de régler la question de la confiance, qui est la question sur laquelle tout le système repose. Je vais terminer avec un exemple. Vous voyez ce que c'est là ? Pour tout le monde, c'est évident. Quand je vous montre ça, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous demandez pas si je l'ai dessiné. D'accord ? Et regardez bien le geste que je vais faire. Clotilde, tu prends. Là, devant tout le monde, vient de s'effectuer une transaction. Le billet qui était dans ma main tout à l'heure est passé dans la main de Clotilde. Et comme Erwan a très bien expliqué, on est tous implicitement d'accord sur le fait que ce billet est le même. Que je n'ai pas la Banque de France dans la poche, et que ça n'est pas une copie que j'ai remise à Clotilde. Parce que si c'était une copie, c'est toute notre confiance implicite dans tout le système financier qui s'effondre. On est d'accord avec ça. Eh bien, pour répondre à ta question sur la manière dont le système fonctionne, le système il fonctionne tout seul, de manière totalement automatique. Le coût des 10 minutes, le coût des émissions de Bitcoin, le coût des blocs et du minage, c'est totalement automatique, c'est un protocole qui régit ça. Mais il n'est caché de personne, il n'y a de complot de personne, puisque le mode d'emploi de ce protocole, son mode de fabrication, son livre de cuisine est public. Par conséquent, n'importe qui ayant un peu d'intelligence, un peu de bonne volonté et ayant envie de travailler le sujet, peut comprendre de manière précise comment tout ceci fonctionne. C'est comme l'anglais. Si vous faites l'effort d'apprendre à parler anglais, vous pouvez lire des livres en anglais. Et donc il y a cette espèce d'ambivalence, pour moi, entre l'automatisme absolu, mais
le fait que le mode d'emploi est public, on ne vous cache rien. Si vous ne voulez pas regarder comment ça fonctionne, si vous voulez consentir à ce que vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Merci. Je ne vous ai pas affolé, j'espère. Moi, ça me terrifie. Mais je vais le channel. On ne va pas le laisser nous dire que c'est génial. Je suis sûre qu'il y a des défauts. Alors, avant, Mathieu, je voudrais revenir vers toi et te poser cette question. On voit bien quand même, et Philippe l'a redit, qu'il y a cette idée que c'est plus le politique qui garantit la confiance dans le système de la blockchain. C'est le fait que l'information soit plus rendue publique, disponible. Alors, finalement, c'est une question à tiroir. C'est est-ce que le politique a déjà garanti la confiance? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle modélisation de la garantie de la confiance? Oui, alors ça c'est une très grande question, évidemment, c'est une très vieille question d'économie, hein. C'est vraiment le Graal de l'économie. Vous savez qu'on a toujours pensé, évidemment, que économie et confiance étaient étroitement liés, intimement liés. Pour quelle raison? Pour une question toute simple, c'est que l'économie serait largement une science des échanges, hein, de la circulation des biens et des services, comment on s'échange des biens et des services. Et la grande question que pose l'économie, c'est que je n'échangerai avec Clotilde que si j'ai à peu près confiance dans le fait que Clotilde tiendra ses engagements. Elle n'échange jamais avec moi. Oui, c'est pourquoi je me méfie, évidemment. Chat échaudé craint... C'est chat échaudé craint l'eau froide? Craint l'eau froide, bon. Et donc, évidemment, c'est l'économie qui est cette science des échanges suppose évidemment que l'on puisse avoir confiance entre les échangistes. Si je vais demain acheter une voiture, il faut que j'ai confiance dans le fait que le garagiste qui me remet une voiture, eh bien, lorsque je vais ouvrir le capot de cette voiture, j'y trouve bien le moteur que j'attendais, les cylindres, le mode de fonctionnement, etc. De la même manière, il faut que le garagiste soit à peu près certain que le chèque ou le billet que je lui remette vaut effectivement ce qu'il annonce qu'il vaut. Voilà. Donc, il faut de la confiance. Bon. En économie, effectivement, on a toujours pensé que les échanges ne pourraient se développer que s'il y avait des systèmes susceptibles de garantir la confiance. Et le système susceptible de garantir la confiance, c'est ce qu'on appelle le politique. Enfin, il faut du politique, c'est-à-dire il faut un social un peu structuré pour qu'on puisse échanger en se faisant confiance. Et je crois que la grande promesse, et Philippe me contredira, c'est pas le cas, mais je crois que la grande promesse de la blockchain, c'est que l'on va pouvoir désormais échanger en se passant du politique. On n'a plus besoin de social organisé, on n'a plus besoin d'appartenir à une commune société, de partager des institutions, plus besoin de se connaître, de se remettre à une communauté, à une culture. On pourrait être parfaitement étrangers les uns aux autres, n'être que des monades sur Terre complètement atomisées qui ne se connaissent pas et qui se méfient les uns des autres, et pourtant on échangera. Sauf que cet échange ne sera plus basé sur du social organisé, c'est-à-dire du politique, mais sera basé sur la puissance de la technologie. Alors, je vous donne quelques exemples de ce social organisé, parce que ça fait un peu savant de le dire comme ça, c'est une chose toute bête, hein. Les premiers systèmes d'échange, ils ont fonctionné, j'accepte d'échanger avec Clotilde, admettons que je le fasse, tout simplement parce que j'ai confiance en Clotilde. J'ai confiance en Clotilde et j'ai pas confiance en Clotilde par hasard. J'accepte d'échanger avec Clotilde parce que je la connais. On a une histoire en commun, on a déjà échangé, et puis on a des amis communs, on appartient à une communauté commune, on partage 2-3 valeurs en commun. Tout ça, au bout du bout, me fait dire que finalement, allez, on peut commercer ensemble, elle n'essaiera pas de me tromper. Donc vous voyez bien, dans les premiers systèmes d'échange qui continuent encore aujourd'hui, hein, j'échange parce que nous appartenons à une communauté, parce que nous appartenons à un réseau d'interconnaissances qui d'ailleurs risquera de nous châtier si on ne respecte pas nos engagements. Si finalement Clotilde me refile un produit pourri, elle perd ses amis, elle sera ostracisée, sa réputation en éternie, elle n'échangera plus avec personne. Enfin, vous voyez. Bon. Donc il y a cette appartenance à une communauté qui fait qu'on échange. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il m'arrive encore, fou que je suis, de prêter ma maison de vacances à des amis sans contrat. C'est ce qui fait que le boulanger ou le boucher du coin accepte de temps en temps que j'aille lui prendre une baguette sans le payer. Il me fait un compte, j'ai un compte. J'ai un compte chez le boucher, on est parti du même quartier. Je le connais, je l'appelle Monsieur X, il m'appelle Monsieur Y. Enfin, voilà. Bon. Donc, vous voyez, ça, le premier système, effectivement, de confiance, c'est la confiance interpersonnelle garantie par l'appartenance à une communauté commune. C'est ça du politique. On a déjà là un embryon du politique, hein. Et donc ça, c'est très important pour qu'on continue à échanger. S'il n'y a pas ça, on n'échange pas. C'est poser un problème, évidemment, au fur et à mesure du développement de nos sociétés et de nos économies, c'est qu'il s'est bien agi de temps en temps d'échanger avec des gens qu'on ne connaissait pas. Mais si j'échange avec des gens que je ne connais pas, évidemment, d'où va venir la confiance ? Donc là, on a inventé des choses formidables, on va changer de régime. Je ne peux plus m'en remettre à l'appartenance à une communauté, à des valeurs ou à une culture, puisqu'on ne se connaît pas. Je vais m'en remettre à autre chose, on va inventer des contrats, avec des obligations contractuelles. Et puis si jamais Clotilde, que je ne connais pas, ne respecte pas ces obligations contractuelles, je l'amènerai devant un juge
que j'espère impartial et non corrompu, qui remettra chacun dans ses obligations, qui prononcera un jugement. Et ce jugement pourra être exécuté parce que j'ai inventé le juge. Pour que le jugement qui permettra de rétablir la confiance soit exécuté, il va falloir qu'il y ait une police qui éventuellement fasse exécuter le jugement. Et donc, vous voyez, deuxième grand système d'échange, c'est plus l'interconnaissance, la proximité, la culture, qui est une forme de politique tout à fait organisée. C'est une politique plus grandiose, plus moderne. Il me faut un juge, donc un pouvoir judiciaire. Il faut que la décision du juge puisse être exécutée, donc il faut une police. Il faut que des lois soient votées, etc. Bref, il faut un État moderne. Il faut faire confiance dans les institutions de l'État moderne qui viennent garantir nos transactions. Bon. C'est tout à fait le problème qu'on a eu avec Internet, le problème de la confiance. Hein. Vous savez, on nous a raconté, Internet c'est formidable, fini les institutions, plus besoin de se connaître, plus besoin d'État, on a un système désormais complètement horizontal, plus besoin de juges d'État, de tiers garants ou de culture commune. Non, les gens pourront échanger. Le gros problème, c'est que sur Internet, on n'échangeait pas. Parce que précisément, Internet, c'était un social informe, absolument pas structuré. Cette horizontalité est évidemment une difficulté pour l'échange. Et donc finalement, si le commerce sur Internet s'est complètement développé, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a évidemment redéveloppé des formes de confiance et notamment des tiers de confiance. Soit on a vu arriver finalement des grandes entreprises avec leurs garanties qui nous vendent évidemment leurs produits, soit on a créé des intermédiaires de confiance sur le net. Hein. Je connais pas Clotilde, pourtant je vais aller parce qu'il y a Airbnb. Et Airbnb a sélectionné Clotilde, a obligé Clotilde à révéler des informations sur elle, à révéler sa qualité, note Clotilde et son comportement, etc. Donc il y a de l'intermédiaire évidemment sur le net, contrairement à l'horizontalité sans confiance que l'on pourrait croire. Non. Eh bien, vous voyez, vous suivez en quoi l'échange suppose une garantie qui est appuyée sur un système social organisé. J'étais clair ou pas là-dessus? La promesse de la blockchain, c'est foin de tout ça. On n'a plus besoin de tout ça. On a inventé un système magnifique, un système qui nous dispense de la confiance. Donc les spécialistes de la blockchain appellent un système trustless. Je n'ai plus besoin d'avoir confiance. Pourquoi? Parce que j'ai une petite machine, une technologie fabricatrice de paradis, vous voyez. Et cette technologie, c'est effectivement ce grand système que Erwan nous a décrit tout à l'heure. Hein. Et c'est finalement cette technologie qui va faire fonctionner l'échange. Et de façon tout à fait imparable, il vous l'a pas dit, mais parce que cette technologie, non seulement, elle permet de garantir l'historique de toutes les transactions de façon tout à fait inviolable, mais elle permet aussi une exécution obligatoire des contrats, sans juge. Il ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le grand truc de la blockchain, c'est d'assortir la blockchain de ce qu'on appelle le smart contracts, c'est-à-dire de contrats intelligents à exécution automatique. Si jamais Clotilde n'exécute pas ses obligations contractuelles, je n'ai plus besoin d'un juge parce que le contrat sera à exécution automatique. En cas de survenue d'un événement, automatiquement, elle devra payer ou me verser le bien qui était prévu. Voilà. Par conséquent, évidemment, on n'a plus besoin d'État, on n'a plus besoin de se connaître, on n'a plus besoin de communauté, on n'a plus besoin de culture. Bref, on n'a plus besoin de faire confiance à tout ce qui est humain. Plus besoin de faire confiance à tout ce qui est humain. Nous mettons notre foi, évidemment, cette fois-ci, dans la technologie. Et c'est là que c'est drôle. On nous vend la blockchain comme étant trustless, mais elle ne l'est absolument pas. Elle ne l'est absolument pas. Elle ne fait que déplacer la confiance. Là où, évidemment, la confiance, jusqu'alors, était référée à des systèmes sociaux, soit le grand État moderne, soit la communauté primitive d'interconnaissance, eh bien, désormais, évidemment, la confiance, elle n'est plus dans l'homme, que l'on voit toujours comme étant corruptible, faible, possiblement malfaisant, etc. Mais elle est dans la technologie. C'est de ce point de vue-là, on voit revenir avec la blockchain, non pas l'absence de confiance et l'absence de foi, mais une nouvelle foi superbe, une technophilie absolument incroyable, très 19e-iste, hein, qui n'a rien de nouveau. Le dernier moment du scientisme dans lequel on a cru que ce qui allait nous permettre de vivre ensemble, c'était la science, c'est le 19e siècle. Hein. Ça n'est plus, évidemment, nos institutions communes, notre politique, nos tentatives de nous parfaire, de devenir un peu meilleurs, de respecter nos engagements, etc., qui nous permet de vivre ensemble et d'échanger, hein, parce que ça, on n'y croit plus du tout. La seule chose qui nous permet de vivre ensemble et d'échanger, c'est la foi que l'on met tout uniment dans la technologie. C'est la technologie qui garantit, effectivement, parce que elle, la technologie, elle serait fiable, elle serait robuste, elle serait sûre, elle est tracée, on peut retrouver les contrats s'exercent de façon automatique, etc., etc. Et donc vous voyez bien qu'il y a derrière tout ça, non pas du tout l'absence de foi, mais au contraire, une foi absolument délirante dans la technologie. Une foi délirante dans la technologie qui, alors c'est assez drôle parce que le dernier moment de l'histoire où on a une foi délirante dans la technologie, c'était le 19e siècle, je le disais tout à l'heure, le grand moment scientiste. Hein, on était convaincus que toutes nos innovations technologiques nous menaient vers le bonheur. Et vous vous souvenez que ce 19e siècle a accouché du 20e siècle. Et le
siècle le plus horrible de l'histoire de l'humanité, dans lequel les technologies nous sont tombées sur la figure, quoi. Hein, on a fait la bombe, on a manipulé l'humain, on a eu la guerre de 14 avec les orages d'acier, enfin bon, etc. Et ce scientiste dont on avait été complètement nettoyé par le XXe siècle, à cause des guerres, à cause d'Hiroshima, évidemment, nous revient au XXIe siècle de façon délirante. On se remet à se méfier de l'homme comme d'une peste, et à mettre tout notre espoir de progrès humain, effectivement, dans les technologies. Dernier point, cette confiance est-elle bien raisonnable? Cette confiance que l'on met dans la capacité de la blockchain, à elle seule, de la technique, à nous faire, évidemment, vivre ensemble en toute confiance. Évidemment, on peut en douter. Toutes les technologies nous ont fait cette promesse-là. Hein. Évidemment, on peut croire à la blockchain à condition qu'on n'ait jamais assisté à un accident dans une centrale nucléaire. On peut croire à la blockchain à condition qu'on n'ait jamais vu un avion tomber, vous voyez. Mais la blockchain, elle est conçue par des hommes. L'homme est un être de rationalité limitée. La blockchain est à rationalité limitée. Elle a des trous dans la raquette. On ne peut pas tout prévoir. Et d'ailleurs, elle a déjà eu quelques problèmes. Mes amis le diront beaucoup mieux que moi. Mais que ce soit Ethereum ou Bitcoin, on a eu évidemment quelques interventions, quelques piratages, quelques malfaçons, etc. Et lorsque toutes les technologies deviennent faillibles, eh bien là, bizarrement, on est très content de retrouver du politique. On est très content de retrouver un juge pour établir des responsabilités. On est très content de retrouver un tiers pour interpréter la situation. On est très content de retrouver un État pour réparer des dommages. On est très content dans les systèmes simples de retrouver des amis en qui on a confiance pour prendre un peu soin de nous. Et donc je crois effectivement que on a avec la blockchain une dernière version je vais m'arrêter là, je développerai, mais ce que je peux appeler quelque chose qui vraiment étreint l'homme contemporain, qui n'a pas été pensé par moi, mais dont la blockchain est un exemple supplémentaire, qui est une sorte de honte prométhéenne. L'être humain est convaincu de sa faiblesse, convaincu du fait qu'il n'est pas fiable, l'être humain contemporain en tout cas, hein, et face à ses créations, face aux technologies qu'il crée, il est émerveillé, quoi. Et il trouve ces technologies magnifiques, surtout quand il les rapporte à sa faiblesse, quoi. La beauté de l'acier, sa régularité, le rythme du robot, la fiabilité du processeur, sa capacité de calcul, l'homme n'en revient pas, c'est moi qui ai créé tout ça. Et moi, j'ai même pas été fabriqué. Je suis malade, je suis faible, on ne peut pas croire en moi, etc. Il a honte, on a honte face à nos créations. Et la seule façon de sortir de cette honte, évidemment, c'est finalement peu à peu de confier l'ensemble de notre monde, non pas à l'homme qui est faible, mais aux technologies. Jusqu'à bien sûr se les incorporer et devenir nous-mêmes, évidemment, des produits technologiques, c'est-à-dire enfin se fabriquer comme on a fabriqué les machines. Et je crois qu'effectivement, la blockchain est un des exemples de cette dérive. Mais Philippe, je te voyais réagir à certains propos de Mathieu. Tu sembles dire que c'est quand même pas la disparition complète de l'homme. En tout cas, ce tiers de confiance ou de l'autorité du politique. Bon, on va mettre un peu de polémique là-dedans, sinon ce ne sera pas drôle. Le plaidoyer était vibrant et magnifique et très très bien articulé. Je pense qu'il est à peu près aussi binaire que le plaidoyer ultra technophile. Et il illustre, je vais être extrêmement vache, le fait que, encore une fois, on part dans l'émotionnel et dans le à charge ou à décharge parce qu'on ne comprend pas de quoi on parle. Et je prétends pas moi-même avoir compris de quoi je parlais. Je prétends juste avoir commencé à gratter la surface. Et qu'est-ce que j'ai trouvé sous la surface? J'ai trouvé effectivement une culture de la méfiance, mais qui encore une fois est dictée par des événements récents à très grande échelle. Que je pense que tous ceux qui ont perdu leur chemise dans la crise des tulipes aux Pays-Bas, je pense que tous ceux qui ont vous avez sans doute peut-être des parents ou des grands-parents qui se sont fait rincer sur les emprunts russes. Vous avez peut-être souffert directement ou indirectement des subprimes. Vous voyez ce que c'est quand on vous dit, relayé médiatiquement, que tout est bien, que le progrès est merveilleux et que l'économie va bien, et que subitement vous vous réveillez un jour et votre retraite est foutue. Donc ça, c'est le premier truc. Et de cet événement-là est simplement né un mot d'ordre qui a parcouru toute la communauté de ceux qui développent sur le sujet, et qui est « Don't trust, verify ». Et c'est très important de bien garder les deux mots côte à côte. C'est pas uniquement don't trust, tous des pourris, nous sommes nous-mêmes, nous sommes nuls, laissons tout aux machines. Non. Don't trust, verify. Vérifier. Et pour qu'on puisse vérifier, il faut que ce soit vérifiable. C'est tout le principe des preuves qui sont enregistrées. Mais je t'arrête tout de suite, c'est vérifiable. Mais qui dans la pièce ici est capable de comprendre le code? Code is law, c'est la règle. Voilà, le code c'est la loi, mais moi je suis incapable de comprendre un code. Alors il a beau être public, à partir du moment où je suis pas en capacité de le comprendre,
qu'il soit public ou pas, ça change rien. Et c'est pas parce qu'on va l'apprendre dès le collège que ça va changer quelque chose. Je suis d'accord. C'est pas parce qu'il est public qu'il est facile. Mais est-ce que tu préfères quelque chose de difficile mais néanmoins public, que tu puisses éventuellement faire analyser par quelqu'un de confiance, parce que tu as quand même encore le droit de faire confiance à tes voisins, y compris à tes voisins un peu geeks. Est-ce que tu préfères ça plutôt qu'à un codex extrêmement herméneutique dans lequel tu dis non, seuls les initiés ont accès. Faites-leur confiance. Nous sommes là pour votre bien. Je ne suis pas certain. Ça, c'est mon premier point. Ouais, et en même temps, j'ai le sentiment qu'on est dans cette logique d'initiés avec une espèce de technocratie, de gens qui ont pensé le code, de gens qui sont capables de le faire. Enfin, moi, j'ai un mari qui bosse dans les data. Il est dans un monde que je ne comprends pas, auquel je n'accéderai, je pense, jamais. Hier, il m'a expliqué la blockchain. J'ai rien compris parce qu'il m'a expliqué avec ces mots de fan de blockchain. Et il m'a expliqué que c'était un monde merveilleux. Et la chose que j'ai regardée, je me dis, ouais, c'est tellement merveilleux qu'en fait, il n'y a que toi qui es bien dedans parce qu'il y a que toi qui peux le comprendre et pas moi. C'est pas, moi, je trouve pas ça top. Parce que ça doit être public. Non, mais ça veut simplement dire c'est un faux argument. Non, ça veut dire que tu as précisément besoin de transmission humaine, tu as précisément besoin de pédagogues, de la même manière que dans cette salle, il y a probablement un très petit nombre de personnes, mais très 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 petits, qui sont capables d'entrer dans Saint-Augustin tout seuls. Pour les autres, il y a le père Nicolas Butet. On est bien dans cet enjeu de la transmission humaine, du savoir, de la compréhension et de l'analyse critique. Et ça passe par des humains. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que les technologies, comme d'habitude, elles sont neutres. C'est leur usage qui est en jeu. Et ça, c'est un deuxième sujet. Mon troisième point, c'est que l'erreur qu'on a faite sur Internet, c'est qu'on n'a pas vu, et je vais reprendre le billet de 20 € tout de suite, vous allez comprendre pourquoi, on n'a pas vu qu'Internet, en tant qu'infrastructure, était fondamentalement conçu pour dupliquer de l'information. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai pris une photo de vous sur mon smartphone tout à l'heure. Je vais l'envoyer à Natalia pour son petit reportage personnel. Qu'est-ce qui va se passer quand je l'envoie? Je ne vais pas la donner comme ça se passait dans le monde ancien où je tendais une photo papier. Je vais en faire une copie. Enfin, la machine va en faire une pour moi. Vous ne l'avez jamais réalisé, mais quand vous envoyez une photo à quelqu'un sur WhatsApp, vous en faites des copies. La preuve, c'est que vous gardez bien la photo originale dans votre téléphone et vous êtes très content de la garder, sinon vous ne l'auriez pas faite, etc., etc. Internet est une machine à copier de l'information. L'industrie de la musique, on a fait les frais. Elle a cru qu'on pouvait utiliser Internet quasiment sans faire de modifications et qu'on pouvait distribuer du contenu. C'est pas vrai, on le copie. Et vous comprenez bien que si je remplace une photo ou un email par ceci, Internet n'est pas un réseau de transactions. C'est pour ça qu'Erwan a très bien expliqué, on a besoin d'autre chose pour des raisons de transaction. Je vais terminer sur deux. L'infrastructure de base de Bitcoin et d'Ethereum n'a pas été piratée. Ce sont ces usages qui ont été piratés. Les failles de sécurité, elles sont à la périphérie du système, elles sont très souvent chez les humains. Les comptes qui ont été piratés l'ont été parce que des mots de passe ont été rendus accessibles à d'autres. Pas parce que l'intérieur du système ou l'intérieur de l'architecture était vérolé, était compromis. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque votre infrastructure, encore une fois, est auditable et publique, parce que tout est public, et qu'elle intéresse un très grand nombre de développeurs, quand vous avez 10 000, 100 000 personnes, comme ça a été le cas, qui passent leur temps à travailler sur ce code et à essayer de l'améliorer ou d'en détecter les failles, la probabilité qu'il reste des erreurs, elle devient très 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 faible. Beaucoup plus que si vous avez 400 développeurs de chez Thales qui bossent sur le sujet. J'ai aucun mépris pour les développeurs de chez Thales, ils sont simplement pas assez nombreux par rapport à la communauté open source. Mais mon point est le suivant. Et le point politique et culturel qui est phénoménal et qui pour moi est une grande interrogation, c'est qu'au moment où ça s'est passé, que ce soit Satoshi Nakamoto, dont personne ne sait qui c'est, ou celui qui a inventé Ethereum, qui s'appelle Vitalik Buterin, canadien d'origine russe, qui avait 19 ans quand il a lancé Ethereum, qui n'avait fait aucune grande école, était diplômé de rien du tout, ne travaillait dans aucune entreprise, n'était mandaté par aucun gouvernement, Buterin s'est levé et a dit « Ok, moi je vais faire quelque chose d'un peu différent, je vais faire un ordinateur mondial complètement décentralisé. » Et il l'a fait. Et il l'a fait en étant tout seul, en n'ayant aucune légitimité, en n'ayant aucun support de quiconque. Il n'a pas demandé la permission. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'ère dans laquelle nous entrons, et c'est ça qui devrait nous faire réfléchir, c'est la question de la permission, et la question de la permission lorsque vous l'articulez avec celle du gouvernement et du politique. Parce que le politique, il est régi notamment dans sa propre survie par un enjeu qui est normal. Je serai à la place, je ferai la même chose, qui est celui du contrôle. On ne peut pas être dans le politique et dans l'exécutif si on n'a pas le contrôle. Et quand vous faites face à des technologies qui précisément vous font perdre le contrôle sur certains aspects,
plutôt que de vous dire je vais déplacer mon centre de responsabilité et de contrôle sur d'autres enjeux qui peuvent être des enjeux d'éducation, des enjeux d'aspiration, des enjeux de cohésion de la société ou de cohésion de la culture, on va s'accrocher au contrôle de ce dans quoi on était à l'aise, et c'est là qu'on va commencer à réagir et à résister. Et de là, et enfin, quant à croire que la blockchain va tout régler et que tout va devenir technologique, c'est complètement faux. Ça va devenir, je vais prendre l'exemple du notaire, beaucoup de gens ont dit, oui, la blockchain, ça fait disparaître le notaire. C'est pas vrai. Vous savez pourquoi ? Parce que le premier rôle qui est dévolu au notaire de par la loi, c'est de s'assurer du consentement éclairé des parties en présence physique dans son bureau. Il n'y a pas d'acte notarié qui soit valable si, au moment où je dis à Clotilde qu'elle va hériter de tous mes biens, nous ne sommes pas, elle et moi, devant un notaire qui atteste que c'est bien Clotilde, que c'est bien moi, que j'ai bien proposé ce que j'ai proposé et qu'elle l'a accepté. Qu'ensuite, l'acte soit enregistré, gravé et rendu infalsifiable dans une blockchain pour que tout le monde puisse vérifier dans nos descendants qu'on les a tous grugés, ça c'est un autre sujet. Mais le notaire, il est là pour attester d'un consentement humain exactement de la même manière, avec une analogie qui est très foireuse, je ne l'avais pas vérifié avant, que le prêtre est là pour attester du consentement mutuel des époux en un seul. On ne peut pas se marier à l'église à distance. On ne peut pas se marier à l'église par. Il faut, c'est quand même très étonnant, il faut que le prêtre et les deux époux soient qu'il y ait une unité de temps, de lieu et de consentement qui en plus soit public. Eh bien, je suis désolé, mais un acte notarié dans une blockchain, c'est à peu près du même ordre. Il est public puisque n'importe qui peut vérifier qu'il a été enregistré, mais pour qu'il puisse avoir eu lieu, il a fallu que des humains se mettent ensemble, se mettent d'accord et reconnaissent ensemble qu'ils étaient d'accord. Et ça, je trouve que pour moi, c'est un grand espoir dans l'humanité. Alors, Erwan, toi, tu utilises la blockchain dans un projet justement pour... tu utilises ce système de confiance pour garantir l'information. Alors, oui, non, mais je voulais juste apporter un peu de contradiction à Philippe, parce que ça vaut le coup quand même, c'est que je pense qu'on a tous un ADN unique, comme les faces d'un diamant, sa couleur et la taille Et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher à un endroit d'avoir une personne une fois qui atteste de notre ADN, qu'on enregistre quelque part, et quand je vais acheter une maison, je fais comme ça, je me sers sur un papier, on me reconnaît, et à ce moment-là, je peux effectivement faire une transaction en toute sécurité. Et je ne vois pas ce qui empêcherait un prêtre en 2155 de m'autoriser à mettre machin et à mettre mon ADN et à ce que je puisse me marier. Donc, je ne sais pas. Autre chose aussi, avant de parler des news, qui me paraît intéressant, c'est l'atomisation complète des organisations, c'est-à-dire que comme on a la possibilité de faire une transmission sécurisée, qu'est-ce qui empêchera demain un individu de transacter avec un autre individu sans aucune organisation entre les deux? Et ça pose, pour moi, une vraie question qui est une question libérale et capitaliste au sens global du terme. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des êtres humains dans le monde entier qui font finalement une transaction de travail qui est complètement en dehors de toute structure. Et dans ce cas-là, on a une compétition qui se base uniquement sur la valeur, c'est-à-dire que seuls les meilleurs finalement pourront transacter avec les autres. Et qu'est-ce qu'on fait du fond du bocal? Ça, c'est une vraie question. Et alors, il y a des clés d'explication, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, toute une partie d'idéaux qui sont à la base des technologies viennent du communautarisme, et je ne dis pas du communautarisme, des communautés américaines en Californie, effectivement, avant mai 68. On sait que, par exemple, l'économiseur d'écran du Mac avec des espèces de trucs, c'était les hallucinations de Steve Jobs quand il prenait de l'acide. C'est assez rigolo de voir ça, qu'il a mis ça en économiseur d'écran sur ce... Et donc, regardez un peu comment tout ça fonctionne, et notamment ce rêve de se défaire de toute pression, c'est l'invention de la micro-informatique, c'est l'invention de tous ces gens-là qui étaient dans les communautés, ceux aujourd'hui à la tête de sociétés qui visent ce même objectif, et qui est un objectif de granularité complète. Est-ce que c'est... Moi, je me pose la question, finalement, de la blockchain au service de ça. Alors, on va sur les informations. Alors, j'ai pas mis les slides derrière, mais peu importe. Aujourd'hui, le problème de l'information, c'est que il y a quelques années, une dizaine d'années, on avait une structure de l'information qui était très identifiée. Vous aviez les agences de presse, et puis vous aviez Le Monde, la presse quotidienne nationale, Libération, le 20h. Vous aviez là d'ailleurs des grandes voix, je sais pas, Claude Perdriel, Serge July, tout ça a quasiment complètement disparu.
Alors on voit être vie pleine, mais enfin ça a quand même un peu moins de classe. Et puis vous aviez, en dessous, vous aviez la presse quotidienne régionale, et tout ça fonctionnait, je ne vais pas utiliser le mot écosystème parce qu'il m'exaspère, mais tout ça fonctionnait de façon totalement identifiée. Il n'y avait pas d'infox parce qu'on savait comment les choses étaient tracées, naturellement. Ce qui s'est passé depuis, c'est que l'information est devenue une pelote de laine, avec un fil qui va dans tous les sens au sein de la même journée. Tout le monde recopie tout le monde, l'information arrive, et puis ça passe par Twitter, et puis ça passe par Sputnik News, hein, dont on dit qu'ils sont gérés par les, j'allais dire pas les soviétiques, mais c'est quasiment ça. Et puis ça passe par la Dépêche du Midi, puis le machin, etc. Et tout ça, ça se recopie à toute vitesse. Donc à un moment donné, comme vous avez quelqu'un qui met un petit bout de poison, eh ben le poison se diffuse et vous ne savez absolument pas d'où il vient et comment il s'est propagé. Donc, le projet qu'on a construit se base effectivement sur deux choses. Alors, j'espère encore une fois que je vais être assez clair, mais d'abord une blockchain, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les sources médias qu'on trouve et on va les enregistrer en fonction exactement de leur heure d'arrivée. On a des accords avec les journaux et on va dire, quand vous publiez une information, vous le mettez dans la blockchain. Donc, il faut savoir que Le Figaro a sorti une information à 15h55, et puis l'AFP a repris, parce que on sait maintenant que c'est la boîte noire qui a donné tel truc du 737, et puis etc., etc. Parce que finalement, la recopie de l'information, la traçabilité qu'on veut retrouver, c'est bien évidemment le temps, la chronodatage de l'information, qui a recopié qui et quelle est la progression d'une info. Première techno, donc là la blockchain va nous permettre d'attester, et la deuxième chose, c'est qu'on a des intelligences artificielles qu'on va appeler de l'analyse du langage, qui permet de trouver qui ressemble à qui. En gros, quel est le texte qui ressemble à un autre texte, soit sur le fond, soit sur la forme. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des systèmes anti-plagiat qui sont très efficaces, puisque vous arrivez avec une thèse de 80 pages, vous la mettez dans un système, il vous trouve absolument tout ce qu'il y a sur Internet qui peut ressembler de près ou de loin, puisqu'on vous analyse une similarité de 100% à 25%. C'est-à-dire si quelqu'un même a transformé un peu la phrase, on sait que c'est la même base, c'est la même racine. Donc avec ces deux choses, on va identifier l'heure à laquelle c'est arrivé et on va recréer le fil pour savoir d'où ça vient. Et dernier point, puisque je suis sûr que l'intelligence artificielle aura beaucoup de mal à identifier les fake news, on travaille avec des professionnels qui ont besoin d'outils aujourd'hui de traçabilité, et eux, travaillant sur le sujet, ils pointeront naturellement et nous serviront à nos clients quelque chose qui est du domaine de la généalogie de l'information. Et dans cette généalogie, eh ben, il y a des moutons noirs, et on essaiera de produire effectivement en disant cette news-là, à un moment donné, ça a été un mouton noir, et puis elle a un cousinage, elle a une descendance, et là, il y a effectivement un problème qu'on peut suspecter. Dans toutes ces lois qui consistent à contraindre l'expression au prétexte qu'il faut la rendre pure, quelle est la place laissée à la liberté d'expression dans tout ça? Et c'est vrai que là, Internet n'apporte pas énormément de réponses, et je ne suis pas sûr que nous apportions toutes les réponses non plus. Merci Erwan. On voit bien quand même l'intérêt, Mathieu, de la blockchain quand il s'agit de faire de la traçabilité. La traçabilité du diamant, dans l'information de ce que disait Erwan, mais on peut avoir aussi ça en matière d'alimentation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des domaines où la blockchain, finalement, est meilleure en matière de confiance que le politique? Parce qu'aujourd'hui, en matière de traçabilité, le politique a montré souvent son inefficacité. Oui, ben je crois que, et Philippe l'a bien dit, moi je crois que la foi qui est mise dans les technologies prospère évidemment sur les trous dans la raquette du politique, quoi. C'est comme on est tous capables de constater, tu rappelais la crise de 2008, etc., que de temps en temps le politique est faillible, on a d'autant plus envie de s'en remettre aux technologies. Mais avec une foi qui est exactement du même calibre, c'est-à-dire la conviction que la technologie n'a pas de faille, n'a pas de trou dans la raquette. Non seulement il me semble que toutes les technologies qu'on a vécues jusqu'à maintenant nous ont toutes montré leur faillibilité, et comment en serait-il autrement, puisque ces technologies sont faites par des hommes. Par conséquent, je crois qu'il faut impérativement garder des systèmes politiques de rattrapage. L'illusion de la blockchain, c'est une illusion qui est très présente en sciences économiques. Certains économistes adoreraient qu'on puisse fonder l'économie sur des contrats complets. C'est-à-dire quand je commence une relation économique avec quelqu'un, je suis capable de prévoir tous les états du monde à venir. Je prévois tous les états du monde à venir, par conséquent, je ne prends aucun risque puisque tout est prévu à l'avance. C'est tout à fait, me semble-t-il, ce qu'on a dans les smart contracts de la blockchain, quoi. Sauf qu'évidemment, toute l'économie qu'on dit hétérodoxe, mais qui est surtout réaliste, elle nous fait prendre conscience que le contrat complet, ça n'est pas possible. Je ne peux pas prévoir, un homme à la rationalité limitée ne peut pas prévoir à l'avance l'ensemble des états du monde. L'ensemble des états du monde. C'est bien pour ça que aucune technologie ne fonctionne sans que l'homme, loin d'être le maillon faible, en soit au contraire le maillon fort.
Le maillon fort. Une centrale nucléaire, malgré les milliers de Pentium ingénieurs parisiens qui prévoient les règles de fonctionnement d'une centrale nucléaire, elle ne fonctionne au quotidien que parce qu'il y a des groupes humains qui soignent les rattrapages et les trous dans la raquette des technologies. Il faut quand même l'avoir en tête, ça me semble effectivement important. Deuxième point, on dit le problème du politique, c'est qu'il contrôle. Mais ça n'est pas le problème du politique, c'est la solution du politique. J'espère bien que le politique contrôle, Philippe, bien sûr. Pourquoi ? Le politique, c'est qui ? C'est pas une espèce d'entité au-dessus de nous. Le politique, c'est l'expression d'une communauté d'hommes et de femmes qui essaie de prendre son destin en main et de le piloter. C'est ça le politique, donc évidemment de contrôler la façon dont évolue son destin. Ce contrôle, il est très noble. Il n'y a que effectivement dans une idéologie libérale libertaire qu'on arrive à vous faire croire que parce que le politique contrôle, alors c'est pas bien. Ça c'est n'importe quoi. Heureusement que le politique contrôle. C'est sa finalité. C'est la noble expression d'une communauté qui essaie de maîtriser où elle va. Non, attends, juste un point, parce que celui-là est très important. Le gros problème avec les technologies, et avec les technologies telles qu'elles arrivent, avec l'accélération technologique que tu as si bien décrite tout à l'heure, c'est que précisément, elle rend impossible cette noble mission de la communauté de contrôler elle-même son destin. Pourquoi ? Parce que l'accélération technologique, les technologies se succèdent tellement vite, que l'on n'est plus capable d'avoir le pouvoir d'imagination du monde qu'elle crée. On est capable de les produire, mais on n'est plus capable d'imaginer le monde qu'elle crée. Et par conséquent, on n'est plus capable de discuter, de prendre le temps des usages. Parce que si on prenait le temps de discuter des usages, mais demain, il y a déjà une autre technologie qui arrive. Et par conséquent, effectivement, l'accélération technologique, l'accélération du monde, tue d'une certaine manière le politique, parce que ces technologies qui se succèdent les unes après les autres, sans qu'on soit bien capable d'anticiper ce qu'elles vont faire au monde, mais en n'arrêtant jamais la course. Que pour que le politique reprenne la main, il faudrait qu'un politique soit capable de dire « Arrêtons l'accélération technologique, prenons le temps de regarder ». Mais ça, plus personne ne le fait, puisque ces technologies, on ne sait pas bien d'où elles viennent, elles se diffusent sur la planète, elles sont dans le contrôle de personnes, etc. Donc pour ne pas rater la course, on ne cesse, évidemment, d'accepter ces nouvelles technologies. Et par conséquent, on n'a jamais eu le temps, évidemment, du politique, c'est-à-dire du débat sur les usages. L'accélération technologique, évidemment, d'une certaine manière, rend impossible le politique et rend impossible la noble tâche du politique de contrôler le destin de sa communauté. Philippe, ouais, tu as l'air de dire que le politique... Je pense qu'on a... Non, mais je pense... Non, j'ai précisé deux choses. La première, c'est quand tout à l'heure, je parlais du contrôle et je parlais du sujet du politique, je parlais du sujet des hommes politiques, et des hommes politiques face à la nouveauté, face à la technologie. Et je parlais encore plus précisément des hommes politiques européens, et encore plus précisément des hommes politiques français, qui ont été très soigneusement tenus à l'écart de ces sujets de technologie pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après, tant qu'on n'était pas certain que la France allait devenir russe ou pas. Et ils ont été tenus à l'écart de la bagarre titanesque qui s'est jouée entre Turing d'un côté et Enigma de l'autre. Toute la culture de l'informatique, toute la culture du code, elle vient de là. C'est par hasard si en France, l'informatique n'est toujours pas considérée comme une science. Computer Sciences. Souvenez-vous de ça. Et précisément, là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est un enjeu de contrôle, mais il faut le contrôler de manière intelligente en ayant compris où ça permet d'aller. Et la démonstration la plus éclatante du fait que le politique a pris le contrôle des enjeux de technologie, elle se situe dans deux continents, dans deux blocs qui ne sont pas nôtres. L'un qui est une démocratie encore pour le moment, qui est les États-Unis, et l'autre qui n'est pas une démocratie, du moins pour le moment, qui est la Chine. Et qui investissent. Ça fait pas rêver sur le respect de la... Ça fait pas rêver, mais il y a un moment, je suis désolé, où pour pouvoir, pour pouvoir maintenir un certain niveau de promotion des valeurs de la dignité humaine, il faut être capable de les imposer. Alors je pense que le salut passe par la foi et par l'incarnation, ça c'est une conviction personnelle, mais je pense que ça suffira pas à assurer le bien d'une communauté d'humains. Et donc il faut justement un petit peu de politique, il faut un petit peu d'engagement, il faut un petit peu de contrôle de son destin. Or, mon inquiétude, c'est que la technologie a pris globalement un poids croissant dans le contrôle du destin, dans la maîtrise du destin des communautés humaines, que les deux grands blocs qui ont bien compris cet enjeu et qui surinvestissent sont encore une fois nos amis américains et nos pour l'instant amis chinois. Et l'Europe regarde passer les fusées au-dessus de sa tête sans s'apercevoir de ce qui se passe. Et pour moi, le simple sujet, c'est un déficit de compréhension, un déficit d'éducation. C'est un vrai sujet majeur. Il ne s'agit pas, surtout pas d'ailleurs de croire, comme certains politiques ont voulu vous le dire, qu'il faut que tous les enfants se mettent au code. C'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est quand même d'oser ouvrir le capot et d'oser
au moins interroger sur le mais comment ça marche, à quoi ça sert, jusqu'à ce qu'on ait épuisé les questions. Il y a pas de, on nous a masqué la mort, on est en train de nous masquer le vivant et on est en train de nous masquer les machines. On est en train de vous demander de consentir à un tas de choses que vous ne comprenez plus. Et enfin, parce que je suis pas d'accord avec toi sur le mariage à distance en 2150, on sera plus là pour le voir. Mais je pense que là, ce qui nous sauve, l'endroit de l'irréductible, le dernier bastion d'espoir et de source d'espoir dans l'humanité, il nous a précisément été livré il y a 2000 ans, c'est le mystère de l'incarnation. Et c'est le mystère qui fait que, même dans notre vie quotidienne aujourd'hui, tu as beau pouvoir regarder tous les films que tu veux partout dans la planète ou écouter tout ce que tu veux, tu vas à un concert, tu vas écouter un artiste qui se met en danger sur une scène, tu vas écouter une troupe de théâtre qui se met en risque sur une scène devant toi et tu vas dîner chez des copains parce que c'est quand même plus sympa que de se faire une visioconférence. Et en 2150, tu iras encore dîner chez tes amis. Erwan, tu veux dire quelque chose ? La Chine et les États-Unis contrôlent les technologies. C'est l'inverse. Ils ne contrôlent surtout pas la technologie, ils ne font qu'investir dedans de façon absolument aveugle pour faire la course technologique. Bon, allez, quand même, je vais lui laisser sa phrase. Hein, Ah bah non, j'ai l'impression de lui arracher. Non, non, mais parce qu'en fait, en apparence, ce que Mathieu va dire est en contradiction avec Philippe, mais en fait, pas du tout. Ah bon, non, ce que je voulais partager suite à la réflexion de Philippe, c'est le constat évidemment que la Chine et les États-Unis se livrent une compétition technologique à tout crin, évidemment, pour la domination technologique du monde. C'est pas du tout ce que j'appelle de la politique. On a des pouvoirs politiques qui effectivement ont décidé sur la question technologique de ne plus faire de politique. La politique, c'est l'art de la délibération et du contrôle de son destin. Ils ont décidé, eux, que quoi qu'il en coûte, il était trop coûteux de faire de la technologie un objet politique, ce qui supposait de ralentir et d'en débattre, et que si l'on voulait effectivement dominer, il fallait laisser les technologies aller aussi vite et être le pays dans lequel elles vont le plus vite. Et c'est eux qui très largement nous empêchent de faire du politique. Parce qu'effectivement, ils s'en sont politiquement totalement remis aux technologies. En disant, il faut aller le plus vite possible, on refuse que ce soit un objet de débat, on refuse de ralentir, on refuse d'ouvrir le débat sur les usages. La seule chose qu'il faut, c'est aller plus vite que les autres pour raser les Chinois ou raser les Américains. Et c'est la mort du politique. On a dépassé. Laissons parler de la sagesse. J'avoue que la position était plus agréable ici devant que ici dessus. Vous me comprenez, après ce débat tel qu'il est là, j'aimerais quand même relever 2-3 points qui me paraissent importants pour mettre en perspective ce qu'on vient d'échanger maintenant. La première chose, c'est une petite histoire qui me revient à l'esprit. C'est un bonhomme qui traverse un village sur son cheval au triple galop et les gens lui crient « Mais où vas-tu si vite ?» Et la personne dit « Je ne sais pas, demande-le à mon cheval ». Et c'est peut-être la première question qu'il faudrait se poser ici. On a parlé du 19e siècle avec l'idéologie du progrès, avec cette idée d'une perfectibilité permanente, d'une inéluctabilité du progrès. Et finalement, je pense qu'il est important d'interroger aujourd'hui la question du progrès. On avait même pensé, Condorcet avait même pensé à l'époque, qu'on pouvait éliminer 2 grands mots de l'humanité, la stupidité et la méchanceté. Or, je pense qu'ils sont toujours là, je faisais remarquer, et pas très loin de nous-mêmes, en tout cas pas très loin de moi-même, puisque en moi-même, il y a la stupidité, la méchanceté, et c'était ce que disait Philippe tout à l'heure sur la frontière qui ne passe pas entre les personnes, entre les cultures, mais la frontière passe dans notre cœur même, et dans notre choix moraux, dans les décisions que nous prenons. Donc je pense que l'idée de cette linéarité du progrès tel qu'on l'a défini tout à l'heure, ce ton linéaire qui était vraiment une invention du judéo-christianisme dans l'histoire de l'humanité, c'est accompagné d'une sécularisation de l'eschatologie chrétienne. C'est-à-dire cette idée chrétienne d'un monde nouveau, des cieux nouveaux, de la terre nouvelle, de l'homme nouveau, du sein, de la participation à la vie divine a été comme sécularisée dès l'instant où on a oublié la transcendance et qu'on a mis de côté l'eschatologie, les fins dernières, de sorte que finalement tout ça est reporté à ce monde-ci. Et je pense qu'il y a une manière peut-être, en tout cas une nécessité aujourd'hui, de resituer cette histoire à la fois dans sa linéarité, avec ses ambiguïtés, qu'un progrès technique n'est pas nécessairement un progrès moral et qu'il y a des choix moraux à prendre là-dedans. Ça implique des décisions.
Je donne une conférence il n'y a pas longtemps avec Cédric Villani, qui a commencé avec le brio qu'on lui connaît, par une petite histoire juive, en racontant que deux personnes viennent trouver un rabbin avec un qui dit « mais moi la chèvre m'appartient ». Et il explique la raison pour laquelle la chèvre lui appartient. Et le rabbin dit « tu as raison ». Et juste après, l'autre plaideur vient en disant « mais la chèvre m'appartient ». Il explique la raison pour laquelle la chèvre lui appartient. Et le rabbin dit « tu as aussi raison ». Et l'épouse du rabbin vient trouver son mari en disant « mais écoute chérie, c'est pas possible, tu peux pas donner raison aux deux, il n'y a qu'une chèvre, elle appartient à l'un ou à l'autre ». Et le rabbin répond « toi aussi tu as raison chérie ». Et alors, je crois qu'on est un petit peu dans cette ambiguïté-là aujourd'hui. Je pense qu'il y a un courage politique, un courage des personnes, et c'est peut-être aussi un des éléments que j'aimerais relever maintenant, c'est quand cette mondialisation, cette complexification des situations, on le voit, cet engouement et cet emballement dans la technologie qui semble nous attirer et nous tracter malgré nous parfois, paradoxalement implique une responsabilisation personnelle. Et je crois qu'il y a quelque chose à faire et une urgence à faire là-dedans. Ce n'est peut-être pas d'arrêter ces choses-là, mais de repenser la responsabilité des acteurs. C'était le premier point que je voulais relever. Un deuxième point, c'est la complexité des situations. Je pense qu'il faut accepter aujourd'hui de penser cette complexité. On parlait que la technologie est neutre, pas nécessairement. Günther Anders et Jacques Ellul d'ailleurs avaient bien montré que les technologies portent en elles-mêmes une certaine tendancialité, une orientation tendancielle qui fait que elles nous conduisent parfois malgré nous vers quelque chose où on ne voudrait pas aller, ce qu'on appelle l'hétérologie. Elles ont une certaine finalité, elles veulent servir, mais quelque part, on le voit bien avec des addictions à l'écran, des addictions à certaines habitudes comme ça. On cherche une chose sur Internet et on se trouve à 10 000 lieues, une heure plus tard, dans un sujet qui n'est peut-être pas nécessairement celui qu'on cherche au départ, parce que la curiosité est là, parce que le cœur de l'homme cherche à rechercher. Il faut une grande ascèse pour rester fidèle à ces choses-là. Donc, les technologies ou les techniques portent en elles-mêmes une certaine tendance qu'il s'agit de contrecarrer par de nouveau une énergie qui soit en opposition à celle-ci. Et je crois que la seule neutralité de la technologie en pensant que c'est l'usage qu'on en fait qui détermine les choses, c'est peut-être méconnaître la complexité des technologies qui nous emportent malgré nous. On le voit bien avec les enfants aujourd'hui, avec les jeunes, qui sont pris dans des mouvements, malgré eux, si j'ose dire, et qui n'ont pas toujours la force morale pour y résister. L'autre point qui a été longuement débattu est celui de la confiance. C'est intéressant parce qu'en sociologie, on a parlé de la confiance, de la méfiance. Aujourd'hui, on parle de la déméfiance. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire un primat de la méfiance. Or, la confiance est fondamentale. Personne ne s'est posé la question ici, est-ce qu'il y a une angoisse existentielle en rentrant dans cette salle? Quelqu'un a une angoisse existentielle de penser que le toit pourrait nous tomber sur la tête. Personne ne s'est posé la question. Parce qu'on a fait confiance à quelqu'un qui a construit, un ingénieur, un architecte, qui a pensé les charges, les matériaux, et qui fait que, en rentrant là-dedans, on se dit, tiens, ça doit tenir. Personne ne se pose la question sur la chaise sur laquelle nous sommes assis, est-ce qu'elle va tenir ou est-ce que j'aurai dans quelques instants mes fesses par terre? Personne ne s'est posé la question en venant en bus ou en voiture si le volant allait lâcher ou les freins allaient lâcher. Enfin, des voitures qui ont passé le contrôle technique, d'autres pas encore, enfin, voilà. Donc, il y a cette nécessité fondamentale de bâtir sur la confiance. Et donc, c'est non seulement un appel du cœur de l'homme, mais une nécessité à bâtir en permanence. Et c'est vrai que le déplacement de la confiance de la relation à la transaction ou de la relation à la technologie, de l'intermédiaire de confiance, comme on le disait, à la technologie, n'est pas rien, mais ça ne fait que reporter. Il y a une spécialiste au CNRS de la blockchain qui s'appelle Primavera De Filippi, je sais peut-être, qui disait le problème n'est pas d'avoir confiance dans les mathématiques, mais dans les gens qui font cette technologie et qui font ces mathématiques. Donc, finalement, on est reporté au fondement même de la civilisation. C'était Valérie qui disait qu'il y avait deux choses qui fondaient une civilisation, c'est une croyance et une confiance. Une croyance qui exige une transcendance, un observateur autre que les seuls enjeux des relations entre les personnes, et puis une confiance qui est la relationnalité, justement. Alors, je pense qu'il faut réinterroger à travers cette technologie la croyance, est-ce qu'on croit en cette technologie ou est-ce que notre croyance est ailleurs ?
Et puis la confiance, est-ce qu'elle est dans cette technologie ou dans la relation interpersonnelle? Et là, j'en viens aussi à cette question du mariage. Je pense toujours à Gad Elmaleh, le grand-père qui découvre son portable. Et alors, il est fasciné par mais tout le monde s'embrasse au portable. Moi, le bisou, je le veux ici, sur la chair, pas simplement au téléphone. Alors, je t'embrasse, on se verra quand on boit un verre. Hein. Mais il faut cette idée de se retrouver, de se rassembler. La chair fait partie complètement de cette dimension-là. Et puis, un dernier point peut-être, c'était en 1996 à Davos, John Perry Barlow avait fait la déclaration d'indépendance du cyberspace, un monde ouvert à tous, sans privilèges ni préjugés. Donc où tout le monde aurait accès, c'est un possibilité du Bitcoin aussi, que la personne en Afrique, sans intermédiaire, sans légitimité pour aller emprunter quelque chose auprès d'une banque, ou demanderait un certificat de bonne mœurs et aussi des assurances quant à son argent, puisse faire une transaction dans la simplicité des relations comme ça. Ce que disait encore Barlow, c'était qu'une civilisation de l'esprit en train de naître dans le cyberspace. Je ne suis pas si sûr qu'on soit arrivé à ça, voyez-vous, parce que cette indépendance du cyberspace n'est pas aussi directe que ce qu'on pense. On a vu les grandes puissances comme la Chine, les États-Unis, des grandes entreprises avec des capacités qui dépassent complètement celles des États aujourd'hui, avoir un pouvoir extrêmement important, où même les sécurités reposent dans ces domaines privés et non pas dans le domaine public. Alors le blockchain vient réparer cela, bien sûr, et vient compléter les choses, mais est-ce que c'est cette civilisation de l'esprit-là que nous voulons? Et c'est vraiment une civilisation de l'esprit, celle-ci. Bernard disait que les civilisations s'écroulent non pas comme un édifice, mais en se vidant de l'intérieur pour ne laisser que l'écorce d'une apparence de civilisation, et que vidée de l'essentiel, elle n'a plus que l'apparence d'une civilisation, mais elle n'est plus une civilisation vraiment. Et je pense qu'il faut se reposer aussi la question, quelle civilisation voulons-nous, quel mode d'humanisation de l'être humain, parce qu'une civilisation c'est ce qui humanise l'être humain, voulons-nous aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a à la fois une capacité à assumer ces merveilleux progrès techniques qui nous sont donnés, technologiques, et puis en même temps de reposer la question centrale de l'anthropologie. Quelle personne est acteur dans ces domaines-là? Pour quelle personne voulons-nous cela? Et finalement c'est toujours la question de la finalité. Pourquoi? On a la réponse, mais on n'a pas la question. Pourquoi? En vue de quoi? Quel monde voulons-nous bâtir à travers tout ça? Est-ce que nous sommes emportés par le cheval, ou bien est-ce qu'on est capable de se poser la question du pourquoi? Pour poser la question du pourquoi, il faut s'arrêter. Il faut, comme disait Valérie, une croyance et une confiance, c'est-à-dire une transcendance et une relation entre les personnes.